très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, après, je crois que ça fait 1 semaine et demie que vous n'avez pas eu de vidéo, je m'en excuse. Mais j'ai enchaîné la maladie avec une bonne extinction de voix et après une voix vraiment pas agréable à écouter où je me suis dit bon, on va pas trop tourner, ça serait agréable ni pour vous ni pour moi, donc autant pas le faire. Et par la suite, j'étais en famille, donc évidemment, je n'ai pas pris le temps ni de tourner, ni de monter, ni de poster, ni rien du tout. J'ai même été absente de tous les réseaux pendant ce week-end en famille, mais qui m'a fait beaucoup de bien justement de déconnecter pendant 3-4 jours. Ça m'a fait beaucoup de bien, donc ça c'était très très chouette. Mais ceci dit, me revoilà enfin par ici pour vous parler de mes lectures du mois d'avril. Oui, puisque nous sommes fin mai. Il est temps de parler des lectures d'avril, n'est-ce pas? Visiblement, en fait, à chaque fois, je vous dis non, mais le mois prochain, je serai à jour quand je vous sortirai la vie lecture. Rien du tout, Marie. À chaque fois, tu parles, mais t'es pas capable de te dire ce que tu dis. C'est insupportable. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver. Si vous entendez gratter ou des bruits de carton, c'est Wouta. Il a un carton, chat, carton. Waouh! On se sait. À chaque fois, c'est le meilleur cadeau au monde. Bref. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que je ne suis pas trop usante. La vidéo, j'ai commencé à tourner il y a 1 minute 30. J'espère que c'est déjà pas trop usant. En tout cas, je suis trop contente. Et on attaque tout de suite avec mon avis lecture de ce que j'ai pu lire durant le mois d'avril. Durant le mois, c'est donc 8 livres que j'ai pu lire. Donc je suis pas mal contente parce que, en fait, c'est marrant. À chaque fois, j'ai un peu le même pattern au niveau lecture. C'est-à-dire que je suis très lente pour finir mon premier livre du mois. Vraiment, il peut me durer des fois 2 semaines. C'est terrible. Et puis finalement... Après, une fois que j'ai repris le rythme, je me dis, allez, c'est parti, la machine est en marche. Et c'est parti mon kiki. Et bah ça m'a fait à peu près la même chose encore sur ce mois d'avril où je voyais les jours qui passaient, mes livres que j'avais 2-3 lectures en cours et que je n'en finissais aucune. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à finir un livre. Et une fois que le premier était terminé, le second a suivi, puis ainsi de suite. Après, les livres sont terminés et 8 livres sur un mois, bah, je suis pas peu fière. Sachant qu'il n'y a aucun graphique, ce ne sont que des romans. Après, il y en a des plus longs que d'autres, certes, on va pas s'appuyer sur ça, ce sont des détails, d'accord, mais 8 livres, c'est pas mal. Et le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Bouche cousue, écrit par Maëlle Pau, et donc publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, que j'ai reçu de la part des éditions Hachette Roman, puisque le Livre de Poche Jeunesse, Hachette Roman, bon ça fait 1 an que je vous le dis, j'espère que vous suivez, en tout cas c'est un service de presse, donc merci beaucoup à la maison d'édition. Et du coup... J'y allais avec un petit peu d'appréhension sur celui-ci puisque je crois que je vous en avais parlé au moment où je vous le présentais pour ma palle du coup du mois d'avril et je crois même que je vous l'avais déjà présenté en palle du mois de mars, voire même peut-être février. Bref, il me faisait un petit peu peur puisque les avis des premiers partenaires Hachette qu'il avait lus étaient pas fous furieux quoi, c'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes qui l'avaient abandonné en disant oui j'arrive pas à accrocher, d'autres personnes qui étaient là ouais, pas convaincues, donc je partais un petit peu peureuse on va dire de me dire punaise mais c'est quand même un bon bouquin, c'est un one shot donc bon tu peux même pas dire oui mais des fois le premier tome il est peut-être un peu long mais l'idée est pas mal, non c'est soit ça passe soit ça casse et au final bah, c'est plutôt bien passé. Alors je vais pas vous mentir que mes souvenirs sont pas très vifs des noms des gens parce que je l'ai lu début avril et que du coup nous sommes fin mai et comme à chaque fois je sais déjà pas ce que j'ai fait hier, alors ce que j'ai fait il y a 1 mois et demi voire peut-être même 2, c'est compliqué. En tout cas, ici, comment elle s'appelle notre héroïne? Bon, ça va faire 5 minutes que je suis en train de feuilleter le livre, incapable de me ressouvenir des noms des gens, mais bref. Ici, on est dans un univers, alors, ce livre, c'est un mélange pour moi entre de la science-fiction, avec du post-apo, et de la fantasy. C'est-à-dire qu'on est dans notre monde, mais qui n'existe plus du tout comme on le connaît. On est des années et des années après notre ère. Et le monde a complètement périclité, et l'entièreté de la population survit sur une toute petite parcelle de terrain et le reste de la terre n'est plus du tout exploité. Et dans cette petite parcelle, vraiment toute la population mondiale s'est réorganisée et on va avoir vraiment des étapes et en général, enfin, on va avoir des niveaux. Le niveau le plus bas étant la plèbe, vraiment le bas peuple et le niveau le plus haut. La noblesse, enfin même pas la noblesse, la royauté. Et on va avoir une seule royauté pour tout ce qui reste du monde. Ensuite, on va avoir un niveau 2 de noblesse, un niveau 3, je crois, de haute société, mais pas noble non plus, un chouïa en dessous. Et enfin, du coup, ce bas peuple. Et du coup, toutes les femmes provenant du bas peuple, âgées de 16 ans, je crois, sont obligées de partir pendant des années, soit pour des travaux forcés, enfin, sont obligées de partir et d'être utiles, en fait, à la société. C'est que les femmes. Et on va suivre du coup notre héroïne, dont j'ai complètement oublié le nom, qui va se faire passer pour muette et qui va donc servir de, comment ils l'appellent, de confidente en fait. Enfin, elle va devenir la confidente de la reine, je crois même qu'on parle d'impératrice ici, enfin bref.
on va dire reine, elle va devenir la confidente de la reine et donc c'est une caste en fait, les confidentes, où c'est des femmes qui sont muettes, qui donc ne peuvent pas répéter tout ce qui leur est dit, ou comme ça les nobles et du coup la reine peuvent s'épancher et faire nanani nanana, elle je l'aime pas parce que patati patata, et en apprendre beaucoup. Et c'est le cas de notre héroïne qui va en apprendre pas mal, qui va voir en fait comment est vraiment régie leur population, là où en bas on se rend pas compte, on a l'impression que la reine leur octroie des droits énormes et ils se estiment chanceux, alors qu'en fait on se rend compte que la reine est une personne horrible. Et elle va aussi faire la rencontre d'un homme, puisque c'est une personne d'origine extraterrestre. C'est là que je vous dis, c'est de la science-fiction, parce qu'on est dans un futur, on est dans notre monde, mais dans un futur. Mais ça se rejoint de la fantasy au niveau des codes. On est donc avec cet extraterrestre qui est le prince d'une population extraterrestre qui ne peut plus vivre sur sa planète et qui recherche à venir vivre sur la Terre. Pas forcément avec les hommes qu'on connaît, mais sur une autre partie de la Terre. La Terre est quand même assez grande, on est d'accord, c'est quand même une grande planète, donc vivre ailleurs sur Terre, sauf que la reine ne les autorise pas, et du coup notre héroïne va rentrer dans une sorte de rébellion pour aider son peuple, du coup déjà face à cette reine qui les opprime complètement, qui ne leur octroie rien du tout, et en même temps va s'amouracher de cet extraterrestre et va vouloir l'aider à ce que lui et son peuple puissent venir sur Terre, puisque ils se retrouvent vraiment apatrides, dans le sens où leur planète à eux n'est plus habitable et le vaisseau dans lequel ils vivent, ces denrées commencent à s'amenuiser, et donc la population extraterrestre est vouée aussi à dépérir. Donc elle est prise un peu elle est un peu le cul entre deux chaises, mais en même temps elle a envie d'aider tout le monde, et donc on va avoir ce grand conflit qui va s'étaler sur tout le livre. Voilà, c'est ce dont je me souviens du livre et c'est déjà pas mal. Et ce que j'aimais beaucoup déjà, c'est la romance. Oui, moi qui dis ça. J'aime beaucoup la romance parce que, bon, même s'il y a un moment, c'était un petit peu too much, dans le sens où notre héroïne était beaucoup en train de dire « Oh, mais il est trop beau parce que nanani nanana, c'est une adolescente. » Donc, difficile de lui reprocher plus que ça, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu redondant. Mais la romance vraiment sert l'histoire, c'est-à-dire que s'ils n'étaient pas tombés amoureux l'un de l'autre, eh bien, leurs objectifs seraient plus clairs et ça serait moins compliqué pour eux, parce que lui voudrait sauver son peuple et elle voudrait sauver, du coup, sa caste de la plèbe. Mais le fait qu'ils se soient amourachés, ils se retrouvent tous les deux vraiment pris entre deux eaux et ne savent pas vraiment comment faire pour que tout le monde s'en sorte, donc c'est très compliqué pour eux. Donc vraiment cette romance donne lieu à des péripéties, à des questionnements et à des difficultés qu'ils n'auraient pas eu à faire face si ce n'était pas le cas. Donc ça j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les codes, la plume est très chouette, pourtant c'est quand même un univers qui est très bien réfléchi, qui est très, pas dense, parce que c'est pas dense, à aucun moment j'ai rien compris, mais aussi parce que justement cette plume est très fluide et vous êtes accompagné tout le long de votre lecture. En tout cas, ouais, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, un one-shot dont j'ai pleuré. J'ai pleuré à la fin, je vous le dis, parce que il y avait quelque chose, plus je tournais les pages, plus je me disais non, 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 je veux pas que ça arrive, et c'est arrivé! En tout cas, c'est Maëlle Pau, pour ceux que ça peut aider. C'est l'autrice du Retour de Sahin, qui est publié pour le coup en grand format chez Hachette Roman. C'est une duologie. Je sais pas si c'est terminé. En tout cas, pour l'instant, il y a 2 livres de sortie. Qui est donc en cours ou terminée, pour laquelle je m'étais pas vraiment penchée dessus, mais là au vu de comment j'ai apprécié Bouche cousue et la plume de l'autrice, je suis bien curieuse de me pencher sur le Retour de Sahin, donc je vais voir ce que je peux faire, si je peux les trouver en occasion, je pense vraiment que je me les prendrai. Et Bouche cousue, pour le coup, je vous le conseille vraiment parce que c'est un livre qui est sorti en gros format à l'origine, il y a vraiment un petit paquet d'années maintenant, qui était personnellement que j'ai pas vu du tout passer, et la sortie poche qui date de début d'année, janvier, février, quelque chose comme ça, janvier, pareil, pas du tout vu passer, et c'est bien dommage parce que vraiment, c'est un livre que j'ai vraiment bien apprécié et que je vous conseille fortement. Comme d'habitude, je vous le reprécise pas, mais je prends les livres dans le désordre, vraiment, et je les ai tous les uns à côté des autres, donc je les prends comme ça, là, What Again Beast to Fly, je crois que je les prends par ordre de taille comme d'habitude, hein. Donc, c'est pas par ordre d'ordre de lecture, mais un autre que j'ai lu durant le mois d'avril, c'est Ma sœur est morte à Chicago de Naomi Hirahara, et c'est publié cette fois-ci aux éditions 10-18. Celui-ci, il fait partie de ma palle pour le Tarot Books Challenge de Aurélie. Donc j'ai essayé d'avancer un petit peu dans ce challenge, même si vraiment je suis zéro dessus, vraiment c'est terrible, terrible, terrible à quel point là au mois de mai j'ai absolument pas avancé sur le challenge. Vous allez voir quand je vous ferai le point lecture du mois de mai, mais c'est la merde. En tout cas, je suis bien contente de l'avoir lu celui-ci, puisque ça faisait un petit bout de temps que je l'avais dans ma palle. Je crois que ça devait faire un peu plus d'1 an,
un an et demi peut-être même. Hi, quand même. Donc je suis bien contente de l'avoir sorti. J'avais envie de sortir un petit peu justement de fantasy, fantastique ou science-fiction, et de lire quelque chose qui sortait un petit peu, sachant qu'au mois d'avril, il y avait les Quais du Polar, même si c'était début avril. Donc j'étais un petit peu dans cette mouvance-là et je me suis dit, bah let's go pour celui-ci. Il est pas bien gros, il fait quelque chose, enfin il faisait 350 pages, il était quand même écrit super aéré, donc ça s'est bien lu et personnellement ça a été une chouette lecture. Ça n'a pas été ma meilleure lecture du mois, ça n'a pas été la meilleure lecture de ma vie, mais ça a été un bon moment de lecture et j'en suis déjà bien satisfaite. Dans celui-ci, on est en 1944 en Californie et on retrouve Aki, qui est donc notre héroïne, qui de base vient donc de Californie où elle vivait avec ses parents et sa grande sœur donc l'histoire commence où on la voit un petit peu, c'est elle qui nous raconte son histoire, on la voit petite, très admirative de sa grande sœur, son père qui travaillait dans un marché, sa mère qui était femme au foyer, qui ne travaillait pas, et du coup Aki et sa sœur qui allaient à l'école, sa sœur pleine de confiance, et vraiment Aki très admirative de sa sœur qui l'aimait beaucoup, la respectait beaucoup, et s'en vient du coup la déclaration de guerre du Japon contre les États-Unis, et Aki étant descendante d'immigrés japonais, se retrouve comme beaucoup d'autres immigrés japonais envoyés avec sa famille dans un camp d'internement, quelque chose qui se faisait du coup aux États-Unis pour toute la population japonaise, tous les immigrés japonais qui étaient aux États-Unis pendant cette période-là. Et donc les quatre vont se retrouver dans un camp d'internement complètement sorti de leur ville. Ils ne sont plus du tout en Californie et je crois que de base ils sont originaires de la banlieue de Los Angeles, je crois. Je sais plus le nom de la ville mais ça vous est dit. Bref, ils sont emmenés totalement ailleurs aux États-Unis, pas si loin que ça, mais quand même dans un autre état, donc vraiment totalement dépaysé. On va les suivre, donc Aki va nous raconter sa vie un petit peu dans les camps d'internement et sa grande sœur va partir elle en premier à Chicago où elle va pouvoir du coup sortir du camp et donc va pouvoir commencer à travailler, la guerre se finissant. Même si la population japonaise était encore bien mise de côté, sa sœur va pouvoir recommencer à travailler, se mettre un petit peu d'argent de côté pour ensuite faire venir du coup ses parents et Aki qui la rejoindront quelques mois plus tard à Chicago. Malheureusement, quand Aki arrive avec ses parents à Chicago, elle s'attend à retrouver sa sœur folle de joie après des mois de séparation, sauf qu'elle apprend que sa sœur est décédée quelques jours plus tôt avant l'arrivée du coup du reste de sa famille. Et Aki, elle a du mal à croire que sa sœur se soit jetée d'elle-même sous les rames d'un métro à Chicago et elle pense qu'il y a quelque chose d'autre et elle va donc enquêter pour savoir quelle a été vraiment la vie finalement de sa sœur à Chicago, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a entraîné la mort de sa sœur, puisque vraiment sa sœur était totalement à l'opposé d'une tentative de suicide, en tout cas pas la sœur qu'elle a toujours connue. Donc on va suivre Aki qui va essayer de grappiller des informations sur quelle vie avait sa sœur à Chicago avant que sa famille ne la rejoigne. C'est un sujet de base que j'aime beaucoup, tout ce qui est du coup la condition des Japonais durant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, toute cette histoire de camps d'internement et après la reconstruction du coup de ces Japonais qui sortent des camps d'internement, qu'est-ce qu'ils deviennent, quel est leur futur. Dans ce livre on voit que oui, comme je vous disais, les Japonais ont finalement beaucoup de droits qui ne leur sont pas autorisés. Vraiment quelque chose, par exemple un moment que j'ai trouvé triste et poignant, c'est Aki qui aurait voulu que sa sœur soit enterrée. On refuse à la famille que sa sœur soit enterrée parce que les Japonais, on ne les enterrait pas, on les brûlait, ils ne méritaient pas d'avoir une place sous terre et on les brûlait. C'était donc la crémation pour eux puisque ça prenait moins de place, ils ne gênaient pas. Et rien que ça, c'est vraiment un manque de respect pour un défunt et tu te dis punaise, ça va loin quand même. Bref, ça va traiter d'autres sujets plus graves, même s'il n'y a pas vraiment c'est difficile de stratifier la gravité du ressenti par rapport à ça, mais ça va beaucoup parler de ça. On va du coup découvrir Aki aussi qui se reconstruit elle dans son deuil et surtout parce qu'elle est jeune femme. Donc qui va reprendre un métier, qui va faire des rencontres, qui va voir comment évolue, essayer de même se mélanger. Là où quand elle vivait avec ses parents en Californie, elle était très resserrée dans la communauté japonaise. Là, elle va rencontrer d'autres personnes qui n'appartiennent pas forcément à la communauté japonaise. Bref, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé chouette. Et finalement, j'ai plus aimé tout ce qui était autour de l'intrigue plutôt que la prise d'information de Aki par rapport à la mort de sa sœur, où je trouvais que c'était assez linéaire, il n'y avait pas de gros retournements de situation, il se passe des choses choquantes, des choses vraiment finalement que je trouve plus intéressantes dans le sens où ça reflétait la société de l'époque pour les Japonais, mais l'enquête en elle-même n'était pas fou furieux quoi, c'était pas dingue fou, c'était très linéaire, assez simple,
simpliste, mais ça n'en reste pas moins pour moi une bonne lecture parce que j'ai cette appétence pour justement la condition des Japonais de l'époque, et je pense que ne serait-ce que pour ça, ça peut être un livre qui peut être intéressant, surtout si vous aimez tout ce qui est un petit peu enquête policière quand même, et ce petit côté historique est vraiment sympa. Donc c'est quand même un livre que je peux vous conseiller, mais ne vous attendez pas à une enquête extrêmement prenante où vous ne pouvez pas lâcher votre livre, ça sera pas vraiment le cas, mais il n'en reste pas moins une bonne lecture pour moi. On va passer à une lecture qui m'a pas vraiment convaincue, et en regardant les lectures que j'ai pu faire au mois d'avril finalement, bah le constat est pas forcément fou furieux. Il y a beaucoup de livres qui ont été moyens ou bof quand même, hein. Et le premier du coup qui rentre dans cette catégorie, c'est B comme Book Boyfriend, écrit par Marie F. Flory et publié aux éditions Hachette Roman. C'est un service de presse que la maison d'édition m'a envoyé et que j'ai demandé. Et j'ai voulu le tenter parce que on nous l'avait présenté quand on était allé dans les bureaux de Hachette du coup début décembre, et où ils nous pitchaient quelques sorties justement de ce premier semestre 2024, et celui-ci en faisait partie. Et il m'avait bien tenté puisque bien que ce soit une romance contemporaine, ce qui n'est pas forcément mon dada, il y avait ce petit côté qui m'intéressait bien, où notre héroïne ici, qui s'appelle Nori, est influenceuse littéraire. Et du coup je me suis dit, ah c'est cool, une petite romance, donc on est à l'université ici, une petite romance contemporaine universitaire où l'héroïne est donc influenceuse littéraire. Ça peut peut-être ajouter un petit côté que je pourrais bien aimer, parce que je pourrais m'identifier on va dire à ça, et ça pourrait être sympa. Pour moi justement ce côté influence littéraire c'était un des points négatifs de l'histoire. Donc ici comme je vous dis on suit Nori qui arrive à l'université avec sa meilleure amie Penny. Elles sont vraiment copains comme cochons toutes les deux, donc elles sont influenceuses toutes les deux sur un même compte en fait qu'elles co-gèrent, et elles rentrent toutes les deux dans la même université, elles vont être dans la même chambre, dans le même dortoir, et elles vont vraiment être très fusionnelles au niveau de l'amitié. Et Nori va revoir du coup un ami d'enfance qui s'appelle Joshua, qui est le fils de la meilleure amie de sa mère, avec qui elle est partie en vacances presque tous les ans dans un chalet tous les étés. Donc elle connaît bien ce Joshua qu'elle a complètement perdu de vue il y a quelques années. Et quand elle le revoit, elle se dit qu'il est bien mignon. On se doute très rapidement que ça sera notre couple ici, il n'y a pas vraiment de mystère là-dessus. Bien qu'il y ait quelques difficultés qui vont se mettre entre les pattes de nos héros. Mais bon, c'est pas non plus... Le couple se forme assez vite, c'est pareil, c'est assez plan-plan on va dire, il n'y a pas de gros retournements de situation. Et pour moi par contre, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel, principalement, et ouais, le gros point noir pour moi de cette histoire, c'est l'amitié entre Nori et Penny, du coup les deux filles. Parce que alors c'est pas ma vision de l'amitié, donc peut-être que c'est pour ça aussi, mais elles ont une amitié très fusionnelle, trop fusionnelle pour moi, c'est-à-dire que comment elle s'appelle, Mon Poussin, elle s'appelle tout le temps Mon Poussin. Elles ont du coup 18, 19 ans, 17, 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Et puis même elles ont une façon de se parler, j'avais l'impression de me voir parler à ma meilleure amie de collège, donc c'était très bizarre, très enfantin, pas du tout ancré dans un langage de jeune adulte. Donc déjà ça j'avais beaucoup de mal, et très possessives l'une envers l'autre, c'est-à-dire que elles avaient vraiment du mal à se décoller. On aurait dit des sœurs siamoises, beaucoup de mal à se décoller, et c'est quelque chose par exemple auquel Joshua, donc notre amoureux transi, va devoir faire face, et qu'il regrette parce que effectivement il en rigole, mais je me dis que dans la vraie vie, si ça arrivait, le gars n'en rigolerait pas, ça serait en mode mais est-ce que je peux te voir toi sans voir ta meilleure amie à chaque fois? C'est-à-dire on peut vous décoller ou c'est comment? Et ça m'a, enfin vraiment elles étaient insupportables toutes les deux, surtout Penny. Très possessive du coup de Nori qui commence à développer des sentiments pour Joshua, qui voudrait passer plus de temps avec lui, et Penny qui le prend mal, qui va limite faire la gueule à Nori en mode oui tu m'oublies, tu me mets de côté. Bah oui mais bon, elle a le droit d'avoir un petit copain aussi quoi, c'est pas parce que tu commences à avoir un petit copain que tu oublies totalement ton amitié, ce qui est en plus pas du tout le cas. Encore si elle la mettait de côté dans l'histoire, je pourrais comprendre que Penny soit en mode scrogneux et moi donc dans l'histoire, ce qui est pas le cas, donc arrête de faire scrogneux, c'est bon. T'es chiante. Bref, vraiment j'ai pas aimé le personnage de Penny, elle était insupportable. Et pourtant elle avait des petites piques et des petits traits d'humour qui étaient sympathiques. Mais à chaque fois qu'elle était avec Nori, franchement, c'était toutes les deux. Et puis c'était... Vraiment, des fois j'avais l'impression que c'était un peu gênant et de les gêner dans leur amitié. J'étais là, non mais elle est là-bas, moi je vais là-bas, j'ai pas envie... Faites votre vie. Et c'était cringe, vraiment cringe. Et du coup, ce que je vous disais aussi, pour moi des points négatifs de cette histoire, c'est ce côté influence littéraire où du coup Penny et Nori sont influenceuses littéraires. Et en plus on nous fait comprendre qu'elles sont influenceuses littéraires mais avec des milliers et des milliers d'abonnés, qu'elles reçoivent des livres en pagaille. Et pourtant,
mais on a l'impression qu'elles gagnent des abonnés en ne foutant rien. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles écrivent une chronique par-ci, par-là, que faire une vidéo, du coup qu'on imagine, je suis plus sûre que les réseaux sociaux soient nommés, mais sur TikTok et sur YouTube, on a l'impression que faire du contenu sur TikTok et YouTube, ça prend mais 2 secondes dans une journée. Vraiment, ça ne les occupe pas. Elles arrivent à allier ça avec leur vie universitaire, avec leurs études, avec du coup leurs relations sociales. Mais vraiment, à chaque fois qu'elles disent « Non, mais il faut qu'on aille travailler pour les réseaux », on a l'impression que ça leur prend 2 secondes. Et j'ai trouvé ça presque... c'est presque vexant quand je vois, moi, le temps que je passe à faire du contenu. Et je suis loin d'être celle qui poste beaucoup de contenu. J'en suis bien consciente et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je me dis, mais c'est presque vexant de se dire « Attends, c'est ça la vision des gens d'un point de vue extérieur. C'est que pour eux, faire du contenu sur les réseaux, ça prend 2 secondes et demie. Et bim, on a des milliers d'abonnés. » Non, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, que ça soit financier, mais surtout de temps. C'est très chronophage les réseaux. Et vraiment, je me suis sentie, pas insultée, ça serait quand même abusé, mais c'était vexant. Je me suis dit, mais non, ce n'est pas ça. Et donc ça m'a complètement sortie de ce qui était pour moi le point d'ancrage pour ce livre. Et ouais, non, vraiment, tout le long de ma lecture, j'ai eu du mal à le conseiller. Vraiment, je vous en parlais sur Twitch au fur et à mesure des Read With Me. Et à chaque fois, je vous dis non, franchement, je vous le conseille pas forcément. À la fin, il y a eu un peu de mieux. Quand justement Penny n'était plus là, parce qu'il y a eu tout un passage où on avait Joshua et Nori qui évoluaient tous les deux, juste tous les deux dans leur romance. Et là, j'ai trouvé ça chouette. Mais sauf que c'est trop peu. Et ouais, vraiment, j'ai eu du mal. Et ça l'a pas fait du tout pour moi. C'est un livre que je vous recommande pas forcément. Il y aura bien mieux en romance contemporaine universitaire. Ouais, celui-ci, non, pas pour moi. J'ai aussi lu au mois d'avril, cette fois-ci on change complètement de genre puisque je suis partie au Japon avec La librairie Morisaki, écrit par Satoshi Yagisawa et c'est publié aux éditions Hauteville. Celui-ci c'est un livre un peu de la triche puisqu'il est tout petit aussi. Il est tout petit mais pareil comme B comme Book Boyfriend et donc comme celui-ci, il était dans ma palle du Tarobu Challenge donc... J'ai essayé d'avancer quand même un petit peu cette palle. C'est pas si dégueulasse que ça, c'est pas fou furieux mais c'est pas si dégueulasse que ça. Et celui-ci c'était très chouette. Je l'avais déjà mis dans une palle, peut-être au mois de mars. Non, peut-être pas, je ne sais plus. Je l'avais déjà mis dans une palle en début d'année. Il était passé à la trappe, alors que vraiment, il est tout petit. Il s'est lu très vite. Hein. Vraiment, je crois qu'en une journée, 2 max... Non, peut-être même en une journée, il était lu. C'était vraiment vite fait. Et pourtant, il était très chouette. C'était très cool. Ici, on suit du coup Takako qui apprend que son petit copain va se marier. Mais pas avec elle. On aime les réalisations comme ça quand on se rend compte qu'on était juste un amusement pour son petit copain. Du coup, Takako a le cœur brisé et vraiment, elle va démissionner puisque son petit copain était un collègue de travail et vraiment pour elle, c'est trop dur de le côtoyer au quotidien. Elle va donc démissionner et se retrouver un petit peu à se morfondre toute seule chez elle. Et sauf qu'au bout d'un moment, c'est bien gentil, mais si on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent. Si on ne gagne pas d'argent, on ne peut pas payer le loyer. La vie est bien faite. Et elle va du coup recevoir l'appel d'un oncle qu'elle avait complètement perdu de vue, qu'elle côtoyait pas forcément, qui tient la librairie Morisaki, qui va lui dire, bon, écoute, j'ai appris ce qui t'est arrivé et plutôt que de broyer du noir toute seule, viens donc me rejoindre à la librairie, j'ai une petite chambre de bonne à l'étage du magasin, viens là, je te ferai pas payer le loyer, comme ça toi ça t'évitera de perdre tes économies et puis tu seras pas toute seule et puis au pire tu m'aideras à la librairie, ça t'occupera. Takako au début elle est pas forcément très enjouée à l'idée de faire ça, mais bon elle se dit, dans un sens il a raison, j'ai plus de thunes quoi. Donc elle y va. Et même si Takako a pas forcément l'amour du livre, elle va se retrouver à aider un petit peu à la librairie. Mais surtout, et comme beaucoup de livres japonais, la librairie Morisaki, ça va être l'histoire de rencontres, ça va être l'histoire où on va avoir des relations humaines, où on va voir Takako qui va se reconstruire, qui va faire le deuil de cette relation auquel, qui s'est abrégée beaucoup plus rapidement que ce qu'elle aurait souhaité et qui va se reconstruire, qui va apprendre à connaître les gens du quartier, à connaître son oncle finalement qu'elle connaissait plus tant que ça ou dont elle avait des a priori et finalement qui se prouvent pas forcément être vrai. Et ouais, c'est surtout ça. J'ai pas envie de beaucoup plus vous en parler puisque la littérature japonaise, surtout là, c'est encore le cas où il se passe rien. On suit des personnages pendant une période de leur vie où il se passe... Bon là, on a Takako qui se fait larguer comme une vieille chaussette, certes, mais c'est pas non plus quelque chose de rare dans une vie, malheureusement. Et donc on va juste suivre comme ça certains personnages. Et on va les voir évoluer entre eux, apprendre à se connaître, évoluer, grandir, s'influencer de façon positive, s'entraider. Enfin vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre pareil que je peux vraiment vous conseiller si vous aimeriez découvrir la littérature japonaise dans ce côté-là, dans ce côté tranche de vie, dans ce côté tout kiki, tout mimi, parce que c'est le cas. Et l'avantage, c'est qu'il est tout petit, il fait même pas 200 pages, il fait quoi? Il fait 150 pages.
Il fait 185 pages, pardon. Et c'est beaucoup de dialogue, ça se lit très vite. Donc ça peut être un bon moment à passer sans forcément que vous vous disiez « Ouais, mais je suis pas sûre d'aimer et je me sens pas me lancer dans un livre de littérature japonaise qui fait 300-400 pages et si j'aime pas, bah c'est relou quoi. » Donc là, celui-ci, ça peut être vraiment une très bonne alternative et je suis bien contente de l'avoir découvert. C'était vraiment très chouette. On repasse à une lecture qui a été une déception pour moi. Pourtant, je partais pas avec énormément d'attentes dessus et bah j'ai quand même réussi à être déçue. Quand même fort. Et j'ai envie de vous parler de Miroir Miroir, du coup écrit par Serena Valentino et publié aux éditions Hachette Heroes cette fois-ci. C'est donc le premier tome de la saga des vilains, où cette fois-ci on est du coup, comme vous pouvez le deviner à la couverture, sur l'histoire de la méchante belle-mère de Blanche-Neige. Donc on va dans cette saga savoir comment les méchants qu'on connaît dans les films Disney sont devenus les méchants qu'on connaît dans les films Disney. Donc ici, on va se pencher sur notre méchante belle-mère, savoir comment elle est devenue méchante, pourquoi elle est devenue méchante, qu'est-ce qui a fait d'elle une femme qui soit autant obsédée par l'apparence, à vouloir être la plus belle femme du royaume, et pourquoi elle a voulu tuer Blanche-Neige. Parce que oui, elle a voulu tuer Blanche-Neige, n'oublions pas. Donc j'étais intéressée puisque vous savez que j'aime les vilains. Pour ceux qui me suivaient déjà en octobre l'année dernière, vous n'êtes, j'espère, pas passé à côté de mon vilain book challenge, mon challenge littéraire autour des méchants Disney. Donc oui, c'est mon dada, les méchants Disney. Donc j'avais quand même un petit peu envie d'aimer cette saga, n'est-ce pas? Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été déçue. Ça me déçoit d'être déçue, c'est ça le pire. C'est un livre très court, sachez-le, c'est un livre très court, il fait 230 pages, on est sur des marges énormes, il se lit très vite, pareil, en 2 jours c'était bouffé, même pas, en 2 heures c'était lu je crois, je l'ai lu dans en une journée celui-ci, mais déjà la première moitié, donc tout ce qui va être la partie, quand je dis moitié, je sais même pas si ça fait moitié-moitié ou quoi que ça doit pas être loin de ça. Mais en tout cas la première partie qui est donc toute la partie qu'on ne connaît pas dans les films, où on voit notre méchante belle-mère avant d'être ce qu'elle est dans les films, donc où elle est juste une reine gentille. Et c'était chiant. Vraiment, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'était pas intéressant. Et la plume était mauvaise. Mais si mauvaise, j'avais l'impression de lire une fanfiction comme je pouvais en lire quand j'étais plus jeune sur fanfiction.net ou sur les skyblogs. Pour vous dire, vraiment, j'avais l'impression de lire quelque chose de ce niveau-là. La plume était, mais basico-basique. Vraiment, tout était survolé. On ne s'appuyait sur rien. Il y avait des ellipses temporelles, mais vraiment 10 ans passés comme 10 minutes. Il n'y avait aucun impact sur quoi que ce soit. Le temps n'avait aucun impact. On ne s'appuie sur rien. Les relations entre les personnages, elles tiennent à on ne sait pas trop quoi. Vraiment... On ne peut pas s'investir dans cette lecture avec cette avec cette introduction et cette première partie, c'est impossible de se sentir investi dedans. Enfin, personnellement, j'étais là, bon, d'accord, ok. Vraiment, j'avais aucun pas intérêt, parce que si, j'étais intéressée de savoir qu'est-ce qui allait faire que, mais je me sentais pas investie, j'avais pas l'impression que l'autrice avait envie que je m'intéresse plus que ça à son bouquin, quoi. C'était terrible. Et vraiment, il y a une chose qui m'a énervée tout le long de ma lecture, et je comprends pas que ça soit passé au niveau de la correction éditoriale, c'est pas possible. Il y a un personnage qui est pas forcément le plus important, vraiment pas, mais qui est là, qu'on voit à plusieurs moments dans le livre, au début, milieu, enfin, qui est là un peu tout du long, pas souvent, mais quand même qui est un peu là tout du long. Et bien sachez que je ne sais toujours pas comment il s'appelle, puisqu'il est nommé de 2 façons différentes. Il a 2 prénoms. Il a 2 prénoms, et c'est pas parce que c'est voulu par l'autrice, c'est parce que écoutez, on l'orthographie de 2 façons différentes. Donc un coup, il s'appelle Marius, un autre fois, il s'appelle Marcus. Et vraiment, pendant un bon bout de temps, je me suis dit, mais j'ai pas compris. Il s'appelle Marius, il s'appelle Marcus, c'est 2 personnes différentes, c'est la même personne. Vraiment, j'étais paumée, j'étais là, je sais pas, j'ai toujours pas compris. Au bout d'un moment, j'ai compris que c'était juste une faute édito et qu'il n'y avait pas eu de correction et que le gars, il avait 2 prénoms. Certes, mais c'est pas normal. Et il y a un moment, c'est vraiment... Mais c'est terrible puisque il a une fois Marius, une fois Marcus, à 2 lignes d'intervalle sur une même page. À 2 lignes d'intervalle. J'exagère même pas. J'ai pas mis de post-it à la page, mais je l'avais montré sur Twitch quand j'en avais parlé parce que vraiment, ça me faisait sortir de mes gonds. Comment ça, à 2 lignes d'intervalle, tu te rends pas compte que tu t'es planté dans le prénom du perso? Je comprends pas à quel moment. Mais personne n'a lu ce bouquin avant de le sortir ou c'est comment? Enfin, je veux dire, ça se voit. Il y a quand même une lettre qui diffère, ça se prononce pas de la même façon. Si encore c'était juste, oui, on n'est pas sur l'orthographe, mais c'est la prononciation la même chose. Il s'appelle même pas pareil. Je comprends pas. Vraiment, ça m'a énervé. Je pense que vous le sentez, ça m'a énervé. Ça m'a gonflé, je comprends pas. Je comprends pas que ça soit passé. Vraiment. Marius ou Marcus, faites un choix. Personnellement, je préfère Marcus. Donc, il s'appellera Marcus. Mais peut-être que pour vous, il s'appellera Marius. Et on s'en fiche, c'est la même personne. Ça m'a énervé. Bref, ça m'a saoulé, ça. Mais bon, c'est anecdotique.
ça change rien à l'histoire. Comme je vous disais, du coup, cette première partie d'histoire, mais vraiment la plume, pas ouf. L'histoire... Et finalement, c'est triste à dire, mais ce que j'ai préféré, c'est la deuxième partie où là, ça a remonté un petit peu le niveau, où la méchante reine est devenue la méchante reine. Parce que j'étais intéressée de voir la raison que l'autrice avait donnée à la reine pour être méchante. Et en fait, c'est tout un travail psychologique en plus sur la reine. On se rend compte finalement que c'est d'une forte tristesse qu'a découlé toute cette cruauté qu'elle peut avoir. Et aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que plusieurs scènes qu'on a ici dans le livre sont des scènes qu'on a dans le film, mais qui sont réinterprétées ici. Donc, franchement, elles collent pile poil à ce qu'on voit à l'écran, sauf que quand on les voit à l'écran, on n'a pas forcément toute la psychologie de la méchante reine derrière. Et là, elle a rajouté un fond et une profondeur au personnage sur ces mêmes scènes. Et j'ai trouvé ça très chouette parce que ça faisait un petit peu un jeu de réponse, en fait, entre le film et le livre. Et ça matchait totalement. Et ça, c'était très cool. Aussi, autre point positif, c'est que dans cette histoire, du coup, nous sont présentés 3 personnages qui sont exclusifs à cette saga, qu'on ne connaît pas du tout, qui n'existent pas du tout dans les films Disney, dans aucun des films Disney, mais qui ici existent et sont très importants. Et on comprend que ce seront des personnages qui feront un petit peu le fil rouge sur toute cette saga et c'est un peu ces personnages-là qui apportent ce switch-là sur comment nos personnages qui sont de base gentils en deviennent de base horribles. Voilà. Donc c'est une lecture... Je saurais pas vous la recommander ou pas vous la recommander parce que je trouve ça intéressant. L'idée est vraiment chouette, mais l'exécution est mauvaise. Vraiment, c'est des fois, je sais pas si ça vous le fait des fois, mais moi clairement ça a été le cas pour ici où je me suis dit c'est dommage. Je pense que le livre aurait été meilleur s'il avait été écrit par quelqu'un d'autre. Vraiment, j'ai jamais lu de livre de Serena Valentino, c'était le premier que je lisais et bah j'ai les autres livres de la même saga dans cette édition, sauf le dernier. J'ai pas celui sur Maléfique qui est sorti aussi en relié, mais j'ai celui sur La Bête et sur Ursula. Et celui-ci, enfin ce qui me fait peur, c'est que le premier, donc celui-ci, Miroir Miroir, était considéré comme un bon livre dans cette saga. Et quand je vois comment je l'ai pas aimé, ça me fait très peur pour la suite et ça me donne pas forcément envie de découvrir aussi d'autres livres de l'autrice. Donc j'aurais du mal à vous le conseiller, mais si vous êtes curieux, pourquoi pas. Mais vraiment, je pense que vous pouvez complètement vous passer d'édition reliée. Surtout que peut-être que dans l'édition brochée, bah Marius s'appelle Marcus. Peut-être qu'ils ont fait un choix, on ne sait pas. Bref, vraiment une grosse déception pour moi ce bouquin. On continue dans les déceptions. Quand je vous dis vraiment avril, ça a été la catastrophe pour moi, je sais pas. Pourtant, j'ai eu un bon rythme de lecture, donc des fois on peut se dire, ouais, non mais quand t'enchaînes les livres pas ouf, ton rythme tombe. Donc au moins mon rythme n'en a pas pâti, mais alors vraiment mes appréciations de lecture, terribles. Et je suis encore une fois, c'est un livre que je suis déçue de ne pas avoir aimé parce que j'en avais entendu vraiment de très bonnes choses. Donc j'avais des petites attentes quand même. Mon Dieu, ça l'a absolument pas fait avec Fable, le tome 1 de Adrienne Yang, publié chez Rajo. J'en attendais tellement. C'était en plus une lecture commune sur le Discord. Vous voyez, il y a les petits post-it pour faire les parties. J'en attendais beaucoup, j'en avais entendu des super bons avis, des gens en plus qui avaient, beaucoup de gens qui m'avaient dit ouais le tome 1 tu verras, il est vraiment chouette, très très chouette, et le tome 2 peut-être un peu moins bon, mais vraiment le tome 1 tu vas voir, tu vas passer un bon moment de lecture. Ah bon? Je vais faire ça moi? Bah il aurait fallu me le dire avant parce que c'était pas le cas en fait, c'était sympa, voilà bon. J'ai pas grand chose de plus à dire, c'était sympa. Ici, on suit donc notre héroïne Fable. On est dans un monde de piraterie. On va suivre notre héroïne Fable qui a perdu sa mère en mer et dont le père l'a abandonnée à l'âge de 13 ans, quelque chose très jeune quand même. Hein. L'a abandonnée seule sur une île en lui disant bah tu te démerderas et puis tu viendras me voir quand tu te seras endurci. Donc on va retrouver Fable quelques années après s'être retrouvée toute seule, qui a bien grandi et qui justement s'est endurcie, a réussi à mettre de l'argent de côté en allant récupérer des pierres sous l'eau. Donc elle est très forte en apnée par exemple, donc elle revendait les pierres qu'elle pouvait trouver sous l'eau, a réussi à se mettre une petite fortune de côté et n'a qu'un seul objectif, retrouver son père pour lui prouver regarde papa j'ai réussi, je me suis endurcie, maintenant je suis prête à faire partie de ton équipage puisque son père est un, je sais pas si on peut dire corsaire mais en tout cas une personne respectée et très connue du monde de piraterie dans cet univers. Et du coup voilà, ça va être l'histoire, je vais pas vous en dire plus puisqu'il va se passer des choses, certes, mais Fable était insupportable. Vraiment le personnage de Fable était insupportable. C'est censé être une gamine, donc je vous dis elle doit avoir 16-17 ans, qui s'est endurcie, donc qui a été élevée à la dure, je veux dire elle s'est retrouvée toute seule. Elle n'a pas eu le choix que de grandir vite, d'apprendre à survivre par elle-même, mais elle est naïve. Mais ça fait peur, hein. Ça fait peur de se dire comment elle a... C'est impossible, vraiment. Si l'histoire commençait plus tôt en ayant Fable qui a ce caractère-là, c'était impossible qu'elle survive. Je vous le dis. Je vous le dis, vraiment.
C'est impossible de survivre avec une telle naïveté. Elle est vraiment naïve. On va lui dire, tiens, si tu sautes d'un pont, tu vas pas avoir mal. C'est vrai, bon bah je saute alors, bah si connasse, tu vas avoir mal. Mais vraiment, elle est bête, elle est naïve, c'est terrible. Oh, c'est insupportable, t'as envie de la secouer et de lui dire, mais non, bien sûr que c'est une connerie, bien sûr que c'est un piège, bien sûr qu'il faut pas y aller, pourquoi tu y vas? Et elle est en mode, mais si, on m'a dit que c'était bien. Ah, vraiment insupportable. Vraiment, elle m'a gonflé. C'est là que je me dis, c'est du young adulte. C'est vraiment du young adulte avec des réflexions. Il y a des fois encore, comme je vous disais pour Bouche cousue, il y avait certaines fois, l'héroïne avait des réflexions un petit peu adolescentes parce que c'était une adolescente et je pouvais le comprendre. Là, en fait, tu peux pas me dire quelle est cette naïveté d'adolescente en ayant le passé qu'elle a eu. Si elle avait été élevée avec une cuillère en argent dans la bouche, limite je pourrais le comprendre parce que elle serait complètement déconnectée de la vraie vie, sauf que là on nous dit qu'elle a été élevée à la dure, elle a survécu toute seule, vraiment elle s'est endurcie pour qu'elle croie tout et n'importe quoi. Enfin bref, c'était pas vraisemblable du tout. L'histoire, il se passait rien, il s'est rien passé, vraiment. Alors l'avantage du livre, c'est qu'il se lisait très vite, mais alors très vite. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, bah pas avec une page de chapitre, mais il y a beaucoup de dialogues. Il y a beaucoup de chapitres aussi. C'est très chapitré. Il y a beaucoup de dialogues. Les marges, les interlignes sont énormes. Donc, le livre, vous le bouffez. Vraiment, l'avantage, c'est que même si tu passes pas le meilleur moment de ta life, t'avances très vite. Donc ça, c'était un point positif. Mais alors, à la fin de chaque partie, et vraiment, on était plusieurs sur le Discord à penser à la même chose. On arrivait à la fin des parties en se disant, bah, il s'est rien passé, quoi. C'est pas... C'était un peu mou du genou, quoi. C'est vraiment mou du genou, il se passe pas grand-chose. Ou alors tout ce qui se passe, tu te dis oui, bah je m'en doutais. Oui, c'est passé ça, oui, bah c'était prévisible. C'est à peu près tout le temps comme ça où tu te dis oui. Bah si ça s'était passé autrement, limite ça m'aurait un petit peu, ça aurait mis un petit peu de peps à l'histoire. Non, bah non, ça n'en a pas mis. Ok. Pareil, elle va rencontrer quelqu'un, on se doute de ce qui va se passer avec cette personne. Enfin bref, c'était mais prévisible au possible. C'était pas, il y avait à aucun moment, je me suis dit mais non. C'est pas vrai, sauf à la toute fin. Mais alors bon, s'il faut arriver aux 10 dernières pages pour qu'il se passe quelque chose, ça fait un peu suer. Hein. Et aussi, oh là là, mais oh non, mais ça m'a fait lever les yeux au ciel, mais très très fort. Je pense que j'ai fait 3 fois le tour, mes yeux ont fait 3 fois le tour de leur orbite, c'est pas possible. On va avoir du coup une romance, évidemment, puisque visiblement, en littérature, on ne sait pas avoir des livres young adultes sans romance. Bref, autre débat. Ceci dit, donc, on va avoir une romance avec, on devine très facilement et très rapidement qui sera la personne, l'autre personne de cette romance avec Fable. Et vraiment, cette romance est mise en avant au pire moment et de la pire des façons. Mais c'est vraiment, c'est amené, mais grossièrement. Et vraiment, je me souviens, j'ai lu ce passage en Read With Me et je me souviens avoir été là. Mais vraiment, maintenant, comme ça, mais c'est mauvais. Et quand j'en avais parlé, plusieurs personnes étaient là. Oui, non, moi aussi ça m'a fait tiquer, c'était pas possible en fait. En plus, c'est un moment où il se passe quelque chose, où l'histoire avance, il y a une révélation, il va y avoir un truc. Et bim, romance, t'as l'impression d'avoir eu une coupure pub au pire moment. Vous imaginez, vous êtes à fond dans un épisode de série, on va enfin savoir qui est le tueur, c'est le moment qu'on a attendu depuis le début de l'épisode, d'accord? On va savoir qui est le tueur, quelles étaient ses motivations. Et bim, coupure pub, bah là c'était ça. On avait l'histoire, il y a eu des longueurs dans l'histoire, beaucoup de longueurs dans l'histoire. Et on va enfin savoir quelque chose, apprendre à quelque chose donc qu'on attend, qu'on nous tease un petit peu depuis le début. Et bim, coupure romance. Qu'est-ce que tu viens foutre là? Vraiment, casse-toi. C'est coupure romance dans 10 minutes si tu veux, coupure romance un petit peu avant si tu veux. Mais pas maintenant, pas comme ça. En plus, ça marche pas. Non, vraiment, c'était pas ouf. Je lirai le tome 2 parce que je l'ai dans ma palle et que, bah, comme je vous l'ai dit, ça se lit vite. Et puis, comme ça, je pourrais dire, j'ai terminé cette saga. Mais alors, j'y vais un peu à reculons, on va pas se mentir. Bref, ça a été décevant. J'ai pas d'autres mots. Ça a été décevant. Voilà. Et j'ai un peu de mal à comprendre les gens qui ont vraiment absolument adoré Fable parce que ça m'est passé au-dessus, je crois. Vraiment. Avant-dernier roman que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de So Let Them Burn, écrit par Camille Lacolle et publié aux éditions Hachette Roman. On revient chez Hachette Roman cette fois-ci, donc c'est de nouveau un service de presse. Je vous en avais aussi parlé dans 2 ou 3 pales et je l'ai lu enfin. Et en plus, je crois que celui-ci aussi, il faisait partie de ma palle du Tarot Book Challenge. Donc franchement, finalement, tout bien de vue, j'ai pas mal avancé, c'est pas mal. Et celui-ci, bah écoutez,
bah, j'étais agréablement surprise pour le coup. Lui a été une bonne lecture, là où je l'attendais pas forcément. Alors j'ai encore une fois plus le nom des protagonistes. Donc on a Faron et Elara, alors je ne sais plus qui est qui sont deux sœurs qui viennent d'un royaume, sur un ancien royaume de colonisés sur une petite île. Regardez-moi cette carte d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer parce que la carte est vraiment magnifique. Et pour le coup, elle aide vraiment, je m'y suis arrêtée quelques instants à plusieurs moments pour savoir quand on nous citait des noms de royaumes ou d'îles, me dire alors attends, c'est qui, c'est où, c'est comment, c'est que, pourquoi. Donc vraiment, elle est utile cette carte, donc ça c'est chouette, elle n'est pas que jolie. Et du coup, on a donc Faron et Elara qui sont deux sœurs dans un monde de fantasy et qui vivent donc sur une petite île qui est une ancienne ville de colonisés qui sort de la guerre, vraiment que la guerre a beaucoup entaché, sauf que la nouvelle reine de leur petite île veut faire organiser un sommet où elle va entre autres inviter leurs anciens colons. Et c'est pas forcément très bien vu. Et suite à ce sommet, on a Elara, je crois, qui, qui voulait devenir, je sais plus comment ils ont appelé ça dans cet univers, chevaucheuse de dragon, puisque les dragons existent, on le sans doute à la couverture, qui voulait devenir chevaucheuse de dragon dans l'armée, on va dire, va se retrouver enrôlée pour aller sur l'île principale, l'île des colons, où elle va devoir intégrer l'école pour apprendre à chevaucher des dragons, justement, sauf qu'elle va être, c'est une sorte de vue comme une sorte de kidnapping par sa sœur Faron, qui est une sorte de prophétesse presque, qui peut parler, communiquer avec des dieux de leur univers. Et donc, on sent qu'il y a une guerre sous-jacente, mais en même temps, on va comprendre un peu plus du passé de cet univers, le pourquoi du comment ces peuples sont en guerre et ce qui va découler justement de ce kidnapping. Je pitch très mal ce livre puisque ma mémoire sur vraiment la base du bouquin n'est pas forcément très fraîche, mais ce dont je me souviens c'est que vraiment j'avais beaucoup apprécié. Pareil pour le coup, j'avais un petit peu peur avant de me lancer dedans puisque j'avais vu entre autres Manon de Vibration Littéraire qui l'avait lu bien avant moi, qui n'avait pas forcément plus accroché que ça. Elle, je crois que ceci dit, la lecture de ce roman en a un petit peu pâti, enfin un petit peu souffert de la comparaison avec Fourth Wing qu'elle avait lu juste avant, qui est peut-être, enfin moins poussée, peut-être sur certains points, je ne sais pas, je n'ai pas lu Fourth Wing. Bref, pour elle, la comparaison avait un peu desservi ce Let Them Burn. De mon côté, j'ai pas lu Fourth Wing, donc il n'y a pas de comparaison à faire. Et ça a été une chouette lecture, vraiment. J'ai beaucoup apprécié l'alternance des points de vue. C'est quelque chose, finalement, je me rends compte au fur et à mesure, que j'aime beaucoup, le fait d'alterner les points de vue dans un roman. Ici, on va alterner du coup le point de vue de Faron et le point de vue d'Elara. Et ce qui est très intéressant, d'autant plus qu'elles sont à deux endroits différents, basées dans deux pays différents qui sont en conflit. Donc on va vraiment avoir deux points de vue différents sur un même événement, sur une même histoire, sur des faits, des mêmes faits. Donc c'était vraiment très intéressant et tout ce côté dragon est très chouette. On va avoir différents types de dragons. On va avoir des dragons du coup organiques, on va dire. Et du coup un autre pays qui n'a pas de dragon et qui va avoir créé des sortes d'armures dragons pour vaincre les dragons j'allais dire de l'équipe adverse, les dragons du pays adverse. Bref, on a tout quand même cette idée de bataille dans le ciel et on va avoir aussi cette histoire très présente avec une descendance, avec aussi le fait de communiquer avec les dieux qui va être présent. Bref, je l'ai trouvé très complet au niveau de l'univers, j'ai beaucoup apprécié. Alors, chose que je ne savais pas, je pensais que c'était un one shot, c'est un tome 1. C'est un tome 1, donc voilà, si jamais vous ne le saviez pas, parce que ce n'est pas indiqué nulle part, c'est un tome 1, parce que effectivement à la fin on est là. Mais comment ça, c'est fini comme ça, c'est pas possible. Non, effectivement, c'est pas possible. Il nous faut une suite. Et vraiment, j'ai trouvé ça très cool. J'ai trouvé, je préférais Elara à Faron de mon côté. Parce que Faron, elle était un petit peu trop tête brûlée à mon goût. J'ai un peu plus de mal avec les personnages tête brûlée. Mais en même temps, pareil, elles sont jeunes et c'était tête brûlée, mais tête brûlée vraisemblable. Leur réaction, leur attitude à toutes les deux et même à tous les personnages était vraiment quelque chose qui a du sens, où on se dit jamais non mais vraiment elle est toto, elle est débile. Non, il y a des fois elle faisait des trucs, j'étais là mais c'est pas possible, tu fais une connerie. Oui, mais c'est des conneries que tu te dis, qui ont un bon fond, qui ont du sens et que après, avec du recul tu te dis oui mais si j'étais à sa place, est-ce que j'aurais pas fait la même connerie en pensant que je faisais bien? Donc il y avait un peu cette remise en question là et je l'ai trouvé vraiment très très chouette. Pour le coup celui-ci je me vois vous le conseiller et j'ai bien de voir la suite. Je pense que j'espère, mais bon j'ai peu d'espoir avec Hachette Roman, qu'il y ait un résumé spoilant sur le début du tome 2 parce que là déjà vous le pitchez, je me rends compte que j'ai certains trucs qui sont un peu passés à la trappe. Mais en tout cas j'ai bien hâte de lire le tome 2, je me relirai un résumé spoilant en tout cas du tome 1 parce que ouais c'était cool et...
Après, effectivement, peut-être qu'il souffre de la comparaison avec Fourth Wing. Pour le coup, il y a de la romance, mais c'est très léger. C'est vraiment pas ce qui va primer sur l'histoire. Et c'est peut-être un petit peu moins sanglant, je ne sais pas, par rapport à Fourth Wing. Vraiment, je me base sur les on-dit, ce que j'ai entendu dire de Fourth Wing sans l'avoir lu. Mais c'est peut-être un peu moins intensif avec les dragons, dans savoir qui va mourir, qui va vivre. C'est plus young adulte, lui, pour le coup, par rapport à ce que j'ai entendu dire de Fourth Wing. Et moins romance, smut, ce ne sera pas le cas ici. Donc moi, j'y ai vraiment beaucoup plus trouvé mon compte. Parce que c'est pas ce que je recherche dans une fantasy. Bref, c'était vraiment très très cool. Et vraiment, pour le coup, la belle couverture, vous pouvez vous y arrêter. Le beau jaspage, vous pouvez vous y arrêter parce que le livre aussi, dedans, est vraiment très chouette. Et enfin, la dernière lecture du mois, je pense que vous pouvez vous en douter puisque je ne vous l'ai pas encore présenté. Il s'agit du livre Fairyloot du mois qui a été d'ailleurs, après coup, je me rends compte, ma meilleure lecture du mois. Il s'agit de The Crimson Moth, écrit par Kristen Scarelli. Et donc, dans cette édition, Fairyloot qui pour le coup n'a rien à voir au niveau du visuel avec l'édition VO normale. Vous avez le lien de toute façon en barre d'infos de tous les livres dont je vous parle, dont Crimson Moth. Donc vous pourrez voir, c'est un énorme papillon de nuit dessus, bref, dégueulasse. Mais celui-ci, je vous en avais parlé en plus au moment d'unboxer la box Fairyloot. Et je vous avais dit quand je vous présentais ma palle, peut-être que je lis, peut-être que je lis pas, tout dépend si dans l'histoire il y a une forte importance pour les papillons ou mythes. Sachant que moi c'est quelque chose que je ne peux pas lire, c'est quelque chose qui me dégoûte au plus haut point. Et après que ma copine Émilie de la bibliothèque d'Emilia l'ait lu et m'a dit c'est bon, tu peux y aller, il y en a pas, let's go. J'ai pas attendu, je me suis plongée dedans et ça a été une trop bonne lecture. Ça a été donc une lecture que j'ai lue, vous voyez, ça a été découpé, enfin vous voyez peut-être pas les post-it, si vous les voyez, bref, que j'ai découpé et que finalement j'ai beaucoup écouté. Comme d'habitude, en fait, finalement je me rends compte que les Fairyloot, quasi tous les mois, je vais alterner entre écoute et lecture. Certaines fois plus écouter que lire, certaines fois à l'inverse. Vraiment, ça va dépendre du temps que j'ai à y accorder. Et si aussi la lecture commune se fait sur une semaine où je suis en télétravail ou pas. Ça va pas mal jouer. En tout cas, pour le coup, celui-ci, j'ai, je pense, fait à peu près 50-50. Peut-être un chouïa plus écouté, mais je l'ai pas mal lu aussi. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Ici, on va suivre notre héroïne qui s'appelle Rune, je crois. C'est ça, Rune. On est dans un univers où les sorcières sont chassées. Et Rune, du coup, elle est une sorcière. Donc, elle va cacher qu'elle en est une. Et la nuit, elle va un petit peu prendre une autre identité. Elle va se faire appeler, du coup, la Crimson Moth. Et son but, ça va être de libérer les sorcières qui ont réussi à être chassées avant qu'elles ne soient exécutées. Pour que, du coup, elles ne soient pas exécutée. Et donc on va avoir cette opposition entre les sorcières, Rune qui essaye de les sauver, et les chasseurs de sorcières qui appartiennent à l'État. Rune, elle, son meilleur ami, est le frère d'un grand chasseur de sorcières qui s'appelle, je m'en souviens bien, vous pensez, qui s'appelle Gideon. J'avais oublié. C'est vrai qu'en anglais, qu'en français, ça rend pas forcément très bien Gideon. Bref, elle va rencontrer Gideon et elle va être un petit peu... Elle va se retrouver un petit peu obligée de le séduire pour lui soutirer des informations, justement, puisque en étant assez haut placé dans le fait de chasser les sorcières, il a des informations qui peuvent lui être utiles à elle pour sauver des sorcières, dont une en particulier qui est proche d'elle, qu'elle a besoin de sauver. Donc elle va essayer de séduire Gideon pour lui soutirer ces informations, sauf que Gideon, lui aussi, la soupçonne d'être la Crimson Moth, mais en même temps, de l'affection va se former entre les deux, donc ça va être un peu compliqué. Je ne vais pas vous en dire plus, puisque je vous en ai déjà dit bien assez. Mais ce livre était vraiment très chouette, j'ai beaucoup apprécié. Peut-être qu'il peut vous faire penser au niveau du pitch à Serpent and Dove de Shelby Mahurin, qui est sorti en français chez De Saxus, dont j'ai lu le tome 1 l'année dernière, je crois, que j'avais bien aimé, mais dont j'avais reproché une romance un peu cucu et un peu trop présente. Et bien là, écoutez, pour moi, c'est un Serpent and Dove amélioré et beaucoup plus mature, où certes, on va avoir une petite romance qui va se former, mais vraiment qui va être très bien amenée, qui va pas être sur le devant de la scène, et pourtant qui va être importante pour l'histoire. Et en même temps, l'histoire, justement, reste le sujet principal du livre. Et va s'étoffer, il va se passer des choses aussi. La fin du tome 1 finit vraiment de façon où vous vous dites, mais la suite en fait, c'est parce que ça ouvre énormément d'opportunités et de possibilités surtout. Et il y avait des choses, il y avait une information, une révélation que je voyais venir, dont je me doutais, et quand elle arrivait j'étais là, je le savais. Mais après il y a eu quand même un petit truc en plus qui a été rajouté à la révélation à laquelle je m'attendais, où je me disais, mais je le savais pas tant que ça non plus. Vraiment, je m'attendais pas autant. Je savais ça,
mais pas tout ça autour. Et c'était très très cool parce que du coup il y a cette petite fierté de se dire je l'avais vu venir, mais en même temps il y a ce côté de ah l'autrice m'a bien eu, je l'avais pas vu venir celle-ci. Et ça c'était cool, c'était très très cool. Aussi le système de magie je l'ai trouvé super bien foutu parce qu'on va être sur de la magie d'incantation, on va faire des sortes de sorts en fait à la Charmed, au sort Halliwell. D'ailleurs ce qui est très très cool c'est que dans la version Fairyloot à la fin vous avez 2-3 sorts comme ça qui vous sont présentés, illustrés. Très très cool. Un autre. Vous voyez que c'est très très cool. Et du coup, c'est de la magie qui marche avec le sang. Et un truc tout bête, c'est que suivant les sorts, vous avez besoin de... La sorcière a besoin de son propre sang ou elle a besoin du sang de quelqu'un d'autre qui lui été donné par la volonté du donneur ou qui a été pris contre la volonté du donneur. Et quelque chose qu'elle fait beaucoup puisque les sorcières, quand elles se scarifient pour récupérer leur sang, leur cicatrice a une couleur différente d'une cicatrice lambda. Donc ça peut les vendre en fait. Et du coup, Rune, plutôt que de se scarifier pour qu'on devine qu'elle est une sorcière, elle va récupérer son sang menstruel. Et c'est pas con du tout. Et vraiment quand je l'ai lu et j'en avais parlé avec Mick, j'étais en mode mais c'est tout con, enfin c'est pourquoi pourquoi je n'ai jamais lu ou vu quelque chose où dans le système de récupération de sang qui était nécessaire pour de la sorcellerie, ça avait été pensé. C'est vraiment trop intelligent de se dire ben oui en fait le sang menstruel, t'as du sang tous les mois à disposition que tu peux utiliser. Pourquoi se scarifier? Vraiment, réutilise ce sang et comme ça, soit ça ne paraît pas, personne n'en voit rien et c'est trop intelligent. En fait, il y a plein de petites choses vraiment à droite, à gauche comme ça dans l'univers qui sont très intelligentes, je trouve, et qui ont permis de dynamiser et de remettre un petit peu au goût du jour le système de sorcellerie dont on a peut-être un peu fait le tour déjà avec tous les univers qu'on peut déjà connaître. Bref, vraiment une très très bonne lecture dont les droits, je crois, ont déjà été achetés en France, mais je ne sais pas par quelle maison d'édition, mais que je vous conseille fortement. J'essaye de vous en reparler dès que j'ai l'info, de savoir chez qui il sort, quand est-ce qu'il sort en français, mais en tout cas, vraiment, je vous le conseille fortement. J'ai déjà très très hâte de lire le tome 2 et pour le coup, ça a été ma meilleure lecture pour le mois d'avril. C'en est donc tout pour mon avis lecture de ce que j'ai pu lire. Du coup, pour le mois d'avril, comme je vous le disais, c'est une vidéo qui est bien trop longue comme à chaque fois, mais vous savez que j'aime m'étendre sur les avis lecture. J'espère que vous appréciez ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés, si au contraire ils sont dans votre palle, dans votre wishlist, s'ils vous font envie, ou si vous en avez lu, que vous les avez pas aimés, dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, je vous invite à mettre... un emoji de pomme, puisque je vois que j'ai miroir ici, donc la pomme comme dans Blanche-Neige. Mettez-moi tout ça en commentaire, je vous y attends et ça me fait très plaisir de voir à chaque fois votre investissement pour ça. C'est trop gentil, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa, à partager la vidéo, surtout après une absence de plusieurs jours, ouais, même plus d'une semaine. L'algorithme YouTube va me faire pampan cucu. Donc si vous pouviez m'aider en partageant un petit peu cette vidéo, ça serait vraiment très très chouette et merci beaucoup à ceux qui le feront. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch, Insta ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.